Dans ce pays, non seulement on a pratiqué cette neutralité, mais on a peut-être aussi trop idéalisé cette façon de faire de la politique extérieure. Bonjour Monsieur Deiss. Bonjour. Bonjour Joseph Deiss. Bonjour. Merci de nous recevoir presque chez vous. Ici, vous habitez à quelques centaines de mètres de ce lieu magnifique, l'Aula de l'Université de Fribourg. C'est un lieu où vous avez enseigné, étudié puis enseigné, un lieu important pour votre parcours d'homme, un parcours académique aussi. Mais quelle importance a ce lieu en particulier, l'Aula de l'Université de Fribourg? Les bâtiments de l'Université de Fribourg sont prestigieux. C'est de la belle architecture moderne de l'entre-deux-guerres du siècle passé. C'est une salle qui me rappelle notamment les Journées de l'Europe que l'Université de Fribourg célèbre depuis presque une cinquantaine d'années, chaque année. Vous vous situez comment par rapport à cette ville? Vous y habitez certes, mais vous avez eu une carrière internationale avec la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est toujours un peu votre base où... C'est ici que j'ai été initié à l'ouverture. Nous avons deux langues cantonales, donc j'ai été élevé dans les deux langues, française et allemande. Nous avons, comme je l'ai dit, des étudiants qui viennent du monde entier, et l'esprit fribourgeois, contrairement à l'opinion que beaucoup de confédérés avaient de nous, qui nous prenaient pour un canton provincial retiré, Fribourg a toujours eu une ouverture vers le monde extérieur. J'ai donc ici trouvé les ingrédients pour cet intérêt que j'ai eu toute ma vie durant pour la planète tout entière, sans oublier toujours d'être là. La devise de notre collège Saint-Michel, d'ailleurs, tirée des auteurs latins, nous louons les anciens, mais nous sommes de notre temps. Alors on rentre un peu dans le dur avec cette question. L'adhésion de la Suisse à la SDN en 1920 et à l'ONU en 1986 était voulue par le Conseil fédéral, mais la population était sceptique, comme le montre d'ailleurs l'archive qu'on va voir maintenant, et je vous demanderai de réagir après. L'Assemblée générale passe son temps à juger les conflits et à condamner les gouvernements. Si la Suisse participe au vote, elle choisit son camp et affaiblit sa position dans le monde. Si elle ne vote pas, sa présence à l'ONU est inutile. L'organisation n'y gagne rien, au contraire. La Suisse s'engagerait à l'ONU sans être sûre de pouvoir respecter la charte de cette organisation. Les nombreuses précautions prises par le Conseil fédéral pour préserver notre neutralité le montrent clairement. Pour jouer un rôle dans le monde, la Suisse n'a pas besoin d'être présente à l'Assemblée générale de l'ONU. Elle abrite déjà le siège européen des Nations unies et le CICR. L'un des plus importants fonctionnaires de l'ONU, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, est suisse. Enfin, la Suisse participe à plusieurs missions de bons offices. Preuve éclatante de ce que la Suisse peut offrir au monde sans être membre de l'ONU, le récent sommet Reagan-Gorbatchev à Genève. C'était sans doute l'argument de la neutralité qui a été décisif, et cela s'explique par le fait que dans ce pays, non seulement on a pratiqué cette neutralité, mais on a peut-être aussi trop idéalisé cette façon de faire de la politique extérieure. On avait peut-être oublié certains éléments qui ont été difficiles, même pendant les périodes où la tradition populaire disait que ça avait sauvé notre pays. On ne s'est pas rappelé des accords de Washington, par exemple, où la Suisse, en 1946, dès 1946, a été convoquée pour régler la question de l'or racheté par la Banque nationale aux nazis, ou encore on n'avait plus pensé aux avoirs en déshérence qu'on avait promis de restituer. Par conséquent, il y avait un certain tabou sur cette notion. On n'expliquait même pas pourquoi il fallait être neutre, mais on expliquait simplement ce qu'il fallait faire pour être considéré comme un pays neutre. Alors Joseph Deiss, il est important d'expliquer ce qu'est précisément la neutralité au sens suisse. Personnellement, je donne la préférence à l'approche
du droit international. Bien sûr, il y a une histoire, ça remonte même jusqu'à Marignan, au Congrès de Vienne, mais là où la neutralité a été définie au niveau du droit international, ce sont les conventions de La Haye de 1907, qui ne concernaient pas que la neutralité, mais la guerre en général, quelles sont les pratiques, etc. Et on oublie que la neutralité est une sorte de pacte entre les belligérants et ceux qui veulent se tenir à l'écart du conflit. Les neutres s'engagent à ne pas entrer en guerre, évidemment, ou dans la guerre en question, ni d'aider l'un des belligérants avec des troupes, avec des armements, ou même en mettant à disposition son territoire. Ce paquet d'attitudes à adopter, elle est compensée ou récompensée par la contrepartie que les belligérants doivent offrir, à savoir de garantir l'inviolabilité du territoire du pays qui se déclare neutre. Congrès de Vienne 1815, c'est là, après la chute de Napoléon, que les grandes puissances européennes accordent ou plutôt imposent à la Suisse son statut de neutralité. Depuis lors, la Suisse est officiellement neutre, elle ne participe à aucun conflit armé, c'est ce qu'on appelle le droit de la neutralité. Moi, j'ai ressenti l'isolement de notre pays durant les années 90 où les Américains, mais avec d'autres pays, nous ont rappelé les avoir en déshérence et où on nous a traduit, pas en tribunal, mais tout de même amenés à faire le nécessaire pour régler cette question. Et beaucoup de Suisses ont été étonnés parce qu'ils n'avaient qu'un souvenir très positif de notre attitude durant la guerre mondiale. Il y a 2 ans, j'ai eu la grande satisfaction de vivre dans cette salle l'entrée de mon pays à l'ONU. L'accueil chaleureux que la Suisse a reçu ce jour-là reste gravé dans ma mémoire. L'adhésion de la Suisse à l'ONU a eu lieu à un moment où la lutte contre le terrorisme dominait le débat international et où les divergences sur la conduite à adopter à l'égard de l'Irak s'aggravaient. Moi, ça m'a beaucoup dérangé de simplement être spectateur, parce que j'étais en tant que conseiller fédéral à New York au débat d'automne, et on était les 3 observateurs sur une petite banquette, une espèce de strapontin. Il y avait Yasser Arafat pour la Palestine à ma gauche, et puis à ma droite il y avait un prélat du Vatican qui était aussi observateur. Et j'ai trouvé que c'était pas vraiment notre place, que nous ne devions pas être spectateurs, mais que nous devions être un acteur dans cette réunion de la communauté mondiale. Évidemment, la différence est énorme par rapport aux années 40 et 50, lors de la création de l'ONU. Il y avait 51 membres, c'était tous des pays qui étaient du côté des vainqueurs. Et l'ONU des années 90, où 190 membres, il y a eu la décolonisation et tous les autres événements d'entre-deux, mais où tous ces pays étaient réunis et nous, on les regardait faire. D'ailleurs, j'ai rencontré Kofi Annan 1 mois après mon élection au Conseil fédéral à Genève. Il était de passage et j'ai profité de lui demander un entretien pour simplement déjà se présenter. Et puis, je lui ai dit, Monsieur le secrétaire général, que vous sachiez, mon premier objectif dans mon mandat, c'est de faire de la Suisse un membre des Nations Unies. Et il m'a répondu, évidemment, qu'il était très heureux d'apprendre cela. Et il m'a dit spontanément, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et je lui ai répondu, s'il vous plaît, ne faites rien. Les Suisses sont très chatouilleux si un étranger vient leur dire comment ils doivent voter. Pour convaincre la population de la sincérité de nos arguments, le Conseil fédéral a finalement décidé de mettre dans les dossiers qu'on envoie aux citoyennes et citoyens avant les votations la lettre que le Conseil fédéral enverrait en tant que demande d'adhésion aux Nations Unies si le vote devait être positif. Et dans cette lettre, bien sûr, le Conseil fédéral demande à l'Assemblée générale d'adhérer aux
Nations Unies. Pour ce faire, la Suisse doit signer la charte entière des Nations Unies. Il n'y a pas d'adhésion à la carte, vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses des articles qui ne vous conviennent pas. Mais notre lettre comportait aussi la phrase que la Suisse adhérait aux Nations Unies en tant que pays neutre. La Suisse, dans, je dirais, 1 heure, 1 heure un quart, sera membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies. D'admettre la Confédération suisse comme membre de l'Organisation des Nations Unies, l'honneur me revient, au nom des 5 pays voisins et amis, de recommander à cette Assemblée l'adoption du projet de résolution portant admission de la Suisse aux Nations Unies. Cette admission de la Suisse à l'ONU nous réjouit profondément. En raison des liens qui unissent nos 2 pays, bien sûr, mais aussi et surtout parce que l'entrée de la Suisse confortera les Nations Unies et les valeurs sur lesquelles elles doivent bâtir l'avenir. Joseph Daus, depuis 2002, quels ont été les moments marquants de la politique étrangère de la Suisse à l'ONU d'après vous? Quel rôle clé a eu la Suisse finalement? Est-ce qu'elle a pu peser dans les débats sur les droits humains, sur le droit international? Quel est votre avis? L'événement le plus marquant, à mon avis, est certainement la décision d'installer à Genève le Conseil des droits de l'homme. Parce que notre adhésion avait aussi pour but d'éliminer une situation totalement incroyable, incrédible, qui existait du fait de la présence de l'ONU à Genève. La Suisse, fière d'héberger les quartiers généraux européens, tout de suite après New York, qui est le centre principal de gravité, mais la place numéro 2 de l'ONU dans le monde et numéro 1 en Europe, c'est Genève. Donc la Suisse qui héberge la grande organisation et qui fait la moue lorsqu'il est question d'être membre. Justement, là on est en 2023, donc il y a un gros débat, mais l'adhésion au Conseil de sécurité et la présidence, qu'est-ce que ça représente pour la Suisse? C'est en somme l'accomplissement complet de notre adhésion aux Nations Unies. Lorsque la question était au vote en 2002, certains ont dit oui, mais on peut adhérer à l'ONU, mais en tout cas pas au Conseil de sécurité. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, on adhère entièrement ou on n'adhère pas. Donc, même la Suisse, un jour, pourra être membre du Conseil de sécurité. Alors parlons, si vous le voulez bien, des sanctions économiques, puisqu'on voit évidemment que la Suisse a adhéré, a appliqué en fait ces sanctions sans trop hésiter d'ailleurs, ce qui a été présenté comme une nouveauté, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, en 1994, la Libye, la guerre en Irak ou en ex-Yougoslavie, en 1999, même la question des talibans, à chaque fois il y a eu sanctions économiques appliquées. Alors comment expliquer, en fait on a déjà un passé? Vous l'avez dit très justement, c'est pas une innovation, c'est incroyable ce que, à tous les niveaux, la mémoire est courte. Et la situation que nous avons connue maintenant par rapport à l'Ukraine, elle s'était déjà produite 1 mois après mon entrée en fonction, en 1999, pendant la guerre du Kosovo, où la Suisse a aussi repris les sanctions de l'Union européenne, pas de pétrole, pas de vol sur Belgrade, etc., contre la Serbie. Et puis, vous le dites, même avant d'être membre, nous avons repris pour notre compte aussi les sanctions dans le cas de l'Irak et puis dans d'autres circonstances. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas prendre les sanctions serait justement une infraction à la neutralité. C'est comme ça que je l'explique. Pourquoi? La Convention de 1907, par exemple, interdit aux neutres de mettre à disposition son territoire. Alors les gens pensent tout de suite au sol
sur lequel doivent pouvoir rouler des chars d'assaut, ou même les airs, où doivent pouvoir voler des avions. Mais ça peut concerner aussi une autre partie de notre territoire économique, c'est-à-dire nos institutions financières. Joseph Dax, on va parler de la démocratie. Les décisions prises d'abord en Suisse, et ensuite on parlera de la démocratie à l'échelon international, à l'ONU. Il y a eu ce procès à un moment de dire que la décision a été prise un peu de manière vraiment discrétionnaire, et que le processus démocratique n'a pas été respecté. Est-ce que vous pourriez commenter justement ce débat ? Alors, c'est de l'accession de la Suisse au Conseil de sécurité dont vous parlez, et je suis fort étonné qu'on puisse remettre en doute la procédure qui a été adoptée, et voire même de la qualifier de non démocratique. Il faut quand même rappeler que la Suisse est le seul pays membre des Nations Unies qui a accédé aux Nations Unies en ayant un référendum, c'est-à-dire un vote populaire, même soumis à deux conditions, puisqu'il fallait la majorité de la population et la majorité des États. Donc, notre adhésion ou notre arrivée au Conseil de sécurité a déjà été votée. Le mot tabou, c'est le droit de veto. On parle souvent de réforme du Conseil de sécurité, justement à cause de l'utilisation de ce droit de veto. Quel est votre avis aujourd'hui, sachant que la Russie, évidemment, a exercé ce droit de veto dernièrement, après avoir envahi l'Ukraine ? Moi, j'ai toujours pratiqué un principe de réalisme, c'est-à-dire étant président, parce que c'est un dossier qui est en cours depuis toujours, réformer le Conseil de sécurité, j'ai dit, on ne peut pas enlever le droit de veto parce que ces 5 pays ont le veto au Conseil de sécurité, n'ont pas le veto à l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale peut, comme maintenant dans le cas de la Russie, faire une résolution, ce qui est moins qu'un ordre donné par le Conseil de sécurité, mais l'Assemblée générale, par 141 voix, a condamné la Russie, ce qui est quand même un geste important. Bon, il n'y a certainement pas de contradiction. On peut participer à ce jeu collectif, comme vous le dites, de bien d'autres manières que par l'adhésion à une organisation politique. Et je crois que la Suisse, après la fin de la guerre, a donné la démonstration qu'elle avait la volonté de participer à ce jeu collectif, puisqu'elle a adhéré à une multitude d'organisations internationales, dont la plupart créées sous l'égide des Nations Unies. Mais ce qui s'opposait à notre adhésion aux Nations Unies, c'était notre désir de continuer à pratiquer notre politique de neutralité. J'aimerais terminer par une référence à Max Petitpierre. On en parlait d'ailleurs en préparant cet entretien, qu'on vous avait un peu qualifié de menteur parce que Max Petitpierre avait dit à l'époque, mais c'est le contexte de l'époque, que adhérer à l'ONU, c'était renoncer à la neutralité. En fait, le contexte est très différent. On est dans les années, fin des années 50. La Suisse est encore dans le camp des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et doit se redéfinir en gros. Mais si on regarde ce qu'a dit Max Petitpierre, on voit qu'en fait tout a beaucoup changé en réalité politiquement. Max Petitpierre fut un des grands ministres des Affaires étrangères que la Suisse ait connu, et c'est grâce à lui que nous n'avons pas sombré à cause de l'isolement dans lequel nous nous étions placés pendant la guerre, que ce soit à travers l'or que j'ai cité, mais aussi par rapport aux réfugiés que nous n'avons pas probablement pris comme on aurait pu, ou encore les fonds en déshérence, etc. Mais il parle à l'époque où l'ONU compte 50 membres, où on est au seuil où on entre dans la guerre froide, et comme on l'a démontré à l'époque, évidemment, il était important de ne pas se lier à un camp ou un autre. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. Comme je dis, il s'agit de valeurs. On a une charte que tous les pays ont finalement signée. Et on est dans un monde où il est peut-être presque un peu grotesque d'être neutre, puisque les grands neutres de la situation, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil qui se déclarent neutres, alors que certains, en tout cas la Chine, ont plutôt tendance à se comporter comme des alliés
de la Russie. Donc il ne faut pas avoir peur de louer les anciens, mais de voir les choses comme elles existent de notre temps. C'est la devise que Ovide a donnée au Collège Saint-Michel à Fribourg. C'était bien de terminer sur cette référence. Merci beaucoup, Joseph Dys.